au fond, qu'est-ce que la financiarisation, ce gros mot, la financiarisation? Bonjour Alain Burlot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alain Burlot, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers, ancien directeur de l'INTEC, donc l'Institut national des techniques économiques et comptables. Et donc, série d'émissions consacrée à la financiarisation. Donc maintenant, on va peut-être essayer de caractériser un peu ce que l'on entend par financiarisation. Alors, la financiarisation, c'est un terme qui est très utilisé, qui est très en vogue. On en parle toujours dans les médias et à propos de beaucoup de choses. Je voudrais quand même essayer d'apporter quelques précisions un peu techniques, mais qui permettent de comprendre le phénomène. Alors, la financiarisation, c'est essentiellement les 3D à l'origine, devenus 4D. Alors, les 3D, c'est décloisonnement, dérèglement, désintermédiation. C'est ce que l'on trouve le plus souvent dans la littérature. Décloisonnement, ça veut dire séparation des activités de la banque d'investissement et de la banque de détail. Typiquement, par exemple, la banque d'investissement, c'était Paribas, et la banque de détail, c'était BNP. Donc, séparation des deux. Déréglementation, suppression, par exemple, du contrôle d'échange. Et puis, désintermédiation, c'est-à-dire que les entreprises d'une certaine taille, bien sûr, peuvent accéder directement au marché financier sans nécessairement emprunter aux banques. Alors, les banques n'ont pas tout perdu puisqu'elles conseillent et elles accompagnent les entreprises lors de l'introduction en bourse, dans les opérations de fusion-acquisition, etc. Mais elles ont un peu changé de métier quand même. Alors, un de mes collègues et amis, Claude Simon, a rajouté un 4e D, et c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui l'expression 4D. Le 4e D, c'est la dématérialisation, c'est-à-dire que quand les échanges de titres devaient être physiques, c'est-à-dire l'échange du papier, on était très loin de la finance haute fréquence, bien sûr, et le fait que ça soit dématérialisé, que donc les opérations peuvent se faire quasi instantanément, a modifié, bien évidemment, le comportement des acteurs sur les marchés financiers. Alors, c'est ça, bien sûr, mais la financiarisation, c'est aussi le développement d'un certain nombre de produits, par exemple la titrisation des créances. On l'a vu aux États-Unis avec, par exemple, les créances sur les crédits immobiliers accordés par les banques. Elles ont titrisé. Les titres, ensuite, sont intégrés dans des produits financiers complexes, si bien qu'à l'arrivée, quand on achète des parts dans un organisme de placement collectif, on ne sait pas du tout ce qu'on achète. Tout est mélangé. Donc, la titrisation, les dérivés qui permettent de transformer en quelque sorte la gestion des risques en faisant du risque un véritable marché. C'est-à-dire qu'on achète du risque ou on vend pour se protéger contre un risque. Alors ça a également modifié bien évidemment beaucoup de choses sur le comportement des différents acteurs. Et ça va très loin puisque on va jusqu'à, par exemple, acheter ou vendre des droits à polluer. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on achète le droit de causer un dommage à autrui. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais je trouve que quand même, là, on est déjà allé assez loin. Ça valait un prix Nobel, pas mal cause. Donc oui, ça va assez loin, et ça s'étend. Et ça s'étend. Alors, on le voit bien dans la vie de tous les jours. Et puis, on le voit très bien en tant qu'enseignant, chercheur dans des établissements d'enseignement supérieur en gestion. L'enseignement supérieur en gestion devient un marché. Mais on pourrait dire la même chose avec la santé, avec la sécurité, avec un certain nombre d'activités qui relevaient du monopole ou du quasi-monopole de l'État. Donc, il y a une financiarisation aussi d'un certain nombre d'activités qui relevaient du secteur public. Deux petits points en complément, Alain Burlot. Quand je vous écoutais là, évoquer l'assurance. On parle toujours de crise financière, crise bancaire. On dit rarement que c'était aussi une crise de l'assurance en 2007-2008. Oui, alors c'est effectivement une crise de l'assurance dans la mesure où
banque et assurance étaient deux activités qui en fait avaient fusionné. Hein. D'ailleurs, beaucoup de banques se définissent comme des opérateurs de banque-assurance, en un seul mot. Hein. Et il est évident que la marchandisation du risque, tout naturellement, a conduit les banques à s'intéresser à l'assurance. Hein. Et de ce fait, il y a une proximité très grande entre les deux activités. Quand on parle assurance, on pense responsabilité aussi. Bien D'où sûr. une crise de responsabilité aussi, voilà. On l'a bien vu. Deuxième point, c'est cette extension, et ça c'est prodigieux, c'est-à-dire cette dimension performative, ça va aussi vers les sociétés non cotées. C'est-à-dire ça ne concerne pas que les sociétés cotées. Hein. Tout à fait, oui, on pense toujours, effectivement, quand on pense spéculation, on dit oui, bon, ben, c'est la bourse. Hein. Sauf qu'il y a une activité qui se fait en dehors de la bourse et qui est très importante. Hein. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le private equity. Donc, les fonds de pension, par exemple, c'est-à-dire en fait tous ceux d'entre nous, dans la mesure où nous avons une retraite par capitalisation, nous participons au marché du private equity. Absolument. Voilà, les 4D de la financiarisation pour comprendre la financiarisation et ses conséquences. Merci Alain Biolot. Je vous en prie.